Salut, c'est Antoine du Projet Général. Alors aujourd'hui, je t'explique, on fait une vidéo sur le projet politique de Génération qui est le mouvement de Benoît Hamon. Très globalement, en fait, on va faire une série politique sur tous les mouvements qui sont présents européennes, comme Génération. Mais par exemple, il y aura le Rassemblement National, la France Insoumise, En Marche, et qui présentent leurs projets européens. Nous, notre but, ça va être de t'expliquer leur projet, d'expliquer l'histoire des partis et de t'expliquer également comment sont les gens dedans. On va aller rencontrer des gens, on va aller dans les comités, on va aller voir les membres des partis et les têtes de liste. Donc après, on a essayé de faire le projet et on a différents contacts déjà. On peut t'annoncer, là on est le samedi, je crois 20 avril. Demain, dimanche 21 avril, on va aller voir des membres de la France Insoumise. On va aller à un pique-nique organisé par la France Insoumise et on va aller interroger des gens. On a des contacts avec le porte-parole des jeunes de la France Insoumise. On a eu des contacts avec le porte-parole des jeunes du Rassemblement National qui était d'accord pour faire une interview de 2 minutes avec Jordan Bardella. Donc c'est le tête de liste du projet du Rassemblement National. Sauf que de base ça devait avoir lieu mercredi, mais à cause de Notre-Dame on n'a pas pu. Ça va être reporté, il n'y a pas de problème, on va le faire. Et puis voilà. Donc tout de suite, on passe à la vidéo sur Benoît Hamon. C'est-à-dire que c'était beaucoup trop longue. On passe à la vidéo sur Benoît Hamon. Et voilà, du coup le projet Génération de Benoît Hamon, on t'explique ça tout de suite et on commence par l'histoire de Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon, on va te faire un débrief très vite sur sa vie vu que c'est le fondateur de Génération et que c'est quand même le gars important dans le parti. Donc Benoît Hamon, il est né en 1967 à Saint-Renan, donc c'est une petite ville pas très loin de Brest. Justement, il a étudié à Brest, il est licencié d'histoire. En 1986, il rejoint le Parti Socialiste, donc la gauche, et où il sera président du mouvement des jeunes socialistes, porte-parole, enfin il aura beaucoup de rôles. Et puis il sera élu en 2012, il sera élu député Parti Socialiste après la victoire de François Hollande. Et il sera en même temps ministre de l'Éducation nationale sous le mandat de François Hollande. Et en 2014, il quitte son mandat de ministre de l'Éducation nationale pour rejoindre le groupe des Frondeurs, qui est une partie de la gauche qui s'était opposée au projet de François Hollande et qui n'était plus en adéquation avec ce que proposait le président de la République à l'époque. Donc globalement, pour parler d'histoire de Génération, en fait le problème est que Génération c'est un parti qui est assez jeune. Ça a été créé le 1er juillet 2017, mais du coup on va t'expliquer déjà le contexte de sa création. Le contexte de la création de Génération, c'est la grande défaite de Benoît Hamon lors de la présidentielle de 2017. Et donc pour t'expliquer, la présidentielle de 2017 ça avait commencé par la victoire de Benoît Hamon face à Manuel Valls le 29 janvier 2017. Donc Benoît Hamon est le candidat officiel de la gauche à la présidentielle, mais il ne sera pas soutenu par les personnes qui étaient opposées à lui dans son parti et du coup par la majorité des gens du Parti Socialiste. Par exemple, Manuel Valls, qui était son opposant principal à la primaire, l'a totalement lâché. Bertrand Delanoë, même chose. Et d'un autre côté, tu as eu un petit noyau qui l'a soutenu, comme par exemple Najat Vallaud-Belkacem, Vincent Peillon. Mais globalement, il y a en fait une grosse cassure dans le PS et dans le Parti Socialiste entre les pro-Hamon et ceux qui vont vers Emmanuel Macron. Donc le problème pour Hamon, c'est que la majorité des personnes vont vers Emmanuel Macron et ça amènera à un soutien très très faible de l'opinion envers Benoît Hamon, qui est du coup considéré comme quelqu'un de peu crédible. Ce qui lui amènera à faire seulement 6,3% des voix au présidentiel, ce qui est un score mais inimaginable pour un tel parti qui a une grande histoire. Ensuite, malgré tout ça, il voudra quand même maintenir une certaine proximité avec le Parti Socialiste et il va se présenter aux élections législatives qu'il va perdre de nouveau sous l'étiquette Parti Socialiste. Et là, il décide de quitter ce mouvement de gauche et de fonder son propre mouvement parce qu'il n'a plus sa place au Parti Socialiste. Et il décide de former ce qu'il appelle le mouvement du 1er juillet. Le mouvement du 1er juillet, c'est le nom du mouvement de Benoît Hamon avant Génération. Et donc le mouvement est créé par une grande convention le 1er juillet. Et maintenant, qui s'appelle Génération, le parti a pris de l'ampleur et mène des grandes actions comme par exemple se présenter aux européennes. Donc maintenant passons au programme de Génération pour les élections européennes. Donc le programme de Génération se concentre beaucoup autour de ce qui avait déjà été proposé par Benoît Hamon
lors de l'élection présidentielle de 2017. C'est pourquoi tous les documents que nous allons montrer sont des documents qui datent de l'élection présidentielle. Nous avons notamment le retour aux 32 heures, le revenu universel d'existence, qui consiste à donner un revenu de 600 € par mois à tous les Français majeurs. Vous aurez une vidéo de Benoît Hamon qui explique ce principe-là à la suite, une interview de Benoît Hamon. Vous aurez aussi une interview de Thomas Piketty, qui est l'un des plus grands économistes du XXIe siècle et qui soutenait Benoît Hamon, et qui explique la volonté européenne économique de Benoît Hamon, qui consiste à supprimer tous les ministères de l'économie de tous les pays d'Europe pour les remplacer par une grande assemblée de 100 députés européens qui voteraient les grandes décisions économiques à prendre pour l'Europe. Et donc cet économiste va vous commenter les différents axes de l'économie selon Benoît Hamon au niveau européen. Après, au niveau du programme, on va plutôt vous renvoyer vers une vidéo de Hugo Décrypte, qui a fait une vidéo excellente de 5 minutes où il expliquait le programme de Benoît Hamon lors de la présidentielle, et qui sera du coup mise en description. Mais ils auraient parfaitement raison. Mais sur un quinquennat, ça l'est. Je proposais de le 300 à faire 450 milliards. je termine. J'ai proposé de le faire en 2018. Donc on parle, quand on dit que c'est infinançable, on parle d'une mesure que je ne propose pas. Première chose. La deuxième chose, c'est avant de se poser la question du financement, il serait bon qu'en politique, on se pose la question de savoir ce que l'on veut. Moi, je considère aujourd'hui que l'impact de la révolution numérique va conduire à une raréfaction du travail, notamment des emplois peu ou pas qualifiés. J'étais très sensible à l'analyse qui est celle d'Olivier Blanchard, économiste du Fonds monétaire international, qui démontre que les gains de productivité aujourd'hui n'entraînent plus forcément de croissance. Nous avons des rapports qui évaluent à plusieurs centaines de millions d'emplois ceux qui seraient menacés en Chine à raison justement de ces gains de productivité liés à la révolution numérique. Nous avons un rapport qui, pour la France, estime que ce sont plus de 3 millions d'emplois d'ici 2025 qui seraient menacés. Donc c'est la fin du travail. Vous êtes sur la théorie de la fin du travail. Je suis pas sur la théorie de la fin du travail. Je suis sur la théorie de la raréfaction du travail. Et en conséquence de quoi, la nécessité de penser les protections sociales qui seront celles des Français, dès lors qu'il y a moins de travail, et sur la manière dont nous pouvons maîtriser cette évolution de façon à ce que, librement, de manière autonome, les individus choisissent de réduire leur temps de travail. Je pense particulièrement à qui ? Je pense particulièrement à ces personnes qui ont un travail peu ou pas qualifié, difficile, pénible, une auxiliaire de vie par exemple, et qui aimerait passer, ou une ATSEM, à temps partiel, ce sont souvent des femmes, à temps partiel pour pouvoir se consacrer davantage à ses enfants, à sa vie, et en même temps se libérer d'un travail difficile sans perdre de pouvoir d'achat. En même temps, ça c'est quand même des métiers où on va avoir besoin de monde dans les années qui viennent. Oui, absolument, mais voilà. Peut-être pas suffisamment, ou pas autant, qu'il n'en est détruit aujourd'hui dans le secteur des services ou le secteur de l'industrie. C'est le RSA, c'est-à-dire grosso modo on garantit un revenu minimum à ces gens qui travaillent. Parmentier, c'est un complément en plus du salaire, en plus d'une retraite, qui vous permet justement de choisir de passer à temps partiel, donc de travailler moins. Donc aujourd'hui, c'est un mécanisme de prise de la décision démocratique en zone euro, permettant d'aboutir à des décisions qui soient légitimes démocratiquement et qui soient des décisions. Juste deuxième exemple très rapide, ou d'indécision complète sur l'Europe. L'impôt sur les sociétés, en particulier sur les plus grandes sociétés. Ça fait des années que tout le monde sait que les plus grandes sociétés multinationales américaines ou européennes, d'ailleurs, ne payent pas d'impôts, ou en tout cas payent des taux effectifs plus faibles que nos PME, ce qui n'a quand même aucun sens. On en parle, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'à la date d'aujourd'hui, on en est encore à discuter si peut-être un jour dans la zone euro, on aura une assiette commune, mais en laissant chaque pays choisir le taux qu'il veut, qui peut être de 0%, et donc attirer tous les sièges d'entreprise immédiatement. Donc pour tout ça, on a besoin, et c'est le cœur de la proposition que Benoît Hamon fait et que je soutiens depuis longtemps avec beaucoup d'autres, d'une assemblée de la zone euro dans lequel chaque pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, seraient représentés par des députés nationaux issus de l'Assemblée nationale, du Bundestag allemand, en proportion de la population, en proportion des différents groupes politiques, et on se rendrait compte que l'Allemagne, bon, c'est 27% de la population et du PIB de la zone euro, la France, l'Italie, l'Espagne, c'est 50%. Et puis il y a les autres pays, la Grèce, le Portugal. Et puis au sein de l'Allemagne, il y a plein d'opinions différentes. C'est-à-dire que ces 27% évidemment ne voteraient pas de la même façon. Et on pourrait commencer à prendre des décisions qui seraient pas forcément celles que Benoît Hamon ou moi préférons, mais qui de toute façon seront des décisions. Et à un moment, il faut faire confiance à la démocratie. Et c'est ça peut-être la nouveauté dans la proposition qui peut être faite aujourd'hui. C'est pas juste de dire l'Allemagne veut ça, la France veut ça, et on ne sait pas décider. C'est de trouver un mécanisme démocratique permettant de prendre des décisions à la majorité
d'une façon apaisée, en tout cas aussi apaisée que possible, ce qui ne peut pas fonctionner avec les institutions actuelles. Parce que quand vous avez ministre des Finances contre ministre des Finances, comment voulez-vous que le ministre des Finances allemand, qui représente à lui tout seul 80 millions de personnes, ou le ministre des Finances, revienne à la maison en disant « Ah bah pas de chance, j'étais dans la minorité, mais le coup suivant... Oui. » Donc il faut sortir de cette logique État contre État, représenté avec 30 députés allemands, 20 députés français. C'est le cœur de la... Consiste à recruter des groupes d'adolescents qui partagent leur passion, leur sensibilité, notamment un tour pour la politique et pour informer des jeunes de la politique. Je vais vous demander, je sais que vous avez un rapport assez proche de la jeunesse et des générations sur les niveaux. Et je vais vous demander, vous, à l'heure actuelle, vous êtes la jeunesse coréenne, qu'est-ce que vous pourriez adresser comme message à la jeunesse française? Ça filme là ou pas? Merci de manifester génie européen. L'examen osseux, c'est pour ça d'ailleurs, l'examen osseux, en clair, pas que vous lâchez cette pression, parce que dans les faits, ça marche dans la vidéo ou pas? C'est bon, d'accord. la question de la transition en général, c'est pas que vous lâchez la pression, la première fois, un petit peu, parce qu'il y avait sur la pression de la jeunesse. Et donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher cette pression. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre chaque rendez-vous qui vient, en moyenne, pour justement dire ce que l'on veut, dire ce qu'on désire. Donc, je donne un exemple. Au moins 18 mois dans donc voilà. Un homme qui pratique une seule chose, c'est l'entretien avec. Donc du coup, de manière globale, nous espérons que la vidéo qu'on a faite et les différents documents qu'on a pu te montrer t'ont permis de mieux comprendre le projet de génération de Benoît Hamon. Nous invitons également du coup à aller voir la vidéo de Hugo Décrypte qui est très très bien faite sur le programme de Benoît Hamon en 5 minutes. Et puis pour le reste, on peut que te souhaiter de liker la vidéo, de la partager et même de me lâcher un petit commentaire si tu as quelque chose à dire sur cette vidéo ou sur des parties que tu voudrais faire.